Globalement, pour moi, la prépa, c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la muscu. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas pas utiliser ce que tu as appris en maths. La culture G, c'est toujours utile, mais c'est pas un truc que tu utilises au quotidien. Mais en revanche, tu as musclé ton cerveau et c'est un truc qui, derrière, te sert tout le temps. Mon gros point fort, c'était les maths. Donc le premier ADS de maths, je n'avais pas performé, je sais pas, 5e. Je crois que dès le deuxième, l'année, je suis majoré. Personne pensait que j'allais être major d'HEC, moi non plus. Hein. Et ça n'a jamais été un objectif en plus. Le jour où j'ai reçu l'appel, j'étais très très surpris, quoi. Et le fait d'être major d'HEC, ça a changé quelque chose pour toi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de prépa. Aujourd'hui, je vais recevoir Aymeric qui, après sa prépa au lycée du Parc à Lyon, a intégré HEC. Puis a poursuivi sa carrière au prestigieux Boston Consulting Group avant de créer lui-même sa propre entreprise. Il va bien sûr revenir sur son parcours et au passage, c'est aussi le major d'HEC de son année. Il va aussi bien sûr nous parler de tout ça. J'en dis pas davantage et je vous laisse découvrir ma conversation avec Aymeric. Salut Aymeric. Salut Dimitri. Super heureux de te recevoir. Déjà, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un major d'HEC. Alors, tu vas me dire que ça fait très très longtemps pour toi et je vais te rafraîchir un peu des souvenirs. Mais au-delà de ça, le parcours que tu as par la suite est, je pense, super intéressant. Et aujourd'hui, tu es entrepreneur. Ça fait longtemps que j'avais passé en entrepreneur sur ce podcast. Je pense que le dernier, ça devait être Théo Lyon, au sens propre du terme de l'entrepreneuriat. Donc, trop cool et hâte de parler de tous ces sujets. Et je te laisse te présenter un peu comme tu souhaites. Écoute, déjà, merci beaucoup de m'inviter. Trop content d'être là aussi. Hyper content de me replonger dans mes années prépa. Ça fait quand même bien 15 ans. Donc, ça, 34 ans, tu disais. Ouais. Donc, t'enlèves je suis sorti à 19 ans. J'ai passé concours à 19 ans. Et donc je suis à Aymeric, j'ai 34 ans. Je suis papa de un enfant et demi, parce que j'attends mon deuxième pour dans un mois. Et donc, je suis passé par la prépa, j'ai fait HEC, j'ai fait un petit peu de conseil. Et puis maintenant, depuis 5 ans, je suis entrepreneur. J'ai monté une boîte qui s'appelle 900 Care, qui est une boîte de produits d'hygiène rechargeables, dont le but est de remplacer toutes les bouteilles en plastique qu'on a dans la salle de bain. Très bien. Et alors, juste qu'on resitue, donc tu étais en prépa à la toute fin des années 2000, quoi. C'est ça. Pour faire simple. Ouais, ce serait intéressant même de 2007-2009. Ok. Même tu pourrais nous parler un peu de cette époque de la prépa, à une époque où en fait il n'y avait pas Internet, il y avait une info qu'on n'avait pas et on pouvait pas checker immédiatement sur Internet. Je pense que ça devait changer aussi peut-être. C'est clair. Hein. Personne n'avait d'ordinateur en cours. Tout le monde prenait des notes à la main. On faisait. C'était, je pense, ça doit être complètement différent aujourd'hui, mais nous, c'était que de l'écrit. Ouais, c'est vrai. Ça pilote assez fort maintenant. Alors, il y a toujours des gens quand même qui font que du papier, mais bon, disons quand même que les Mac ont quand même beaucoup remplacé le stylo plume. Ouais, mais bon. Personne, c'est marrant. C'est ça, c'est une autre époque. Ok, de toute façon, on va reprendre ça un peu dans le même ordre. Enfin, dans le bon ordre, plutôt, dans l'ordre chronologique, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer juste d'où tu viens, où tu as grandi, quel est ton contexte familial, qu'est-ce que tu as fait au lycée, est-ce que la prépa était une évidence? Nous poser un peu ce cadre global du jeune Aymeric. Ouais, je suis né à Lyon. Je viens d'une famille de médecins. Donc mes deux parents sont médecins. Ma mère est généraliste et mon père est cardiologue. Je suis d'une fratrie de 3. Je suis l'aîné. J'ai 2 plus petites sœurs. J'ai fait du coup toute ma scolarité à Lyon. J'avais pas tellement de gens qui avaient fait des prépas autour de moi. Donc au départ, je m'orientais. Quand j'étais petit, je me disais plutôt peut-être médecine comme mes parents. Puis assez rapidement, je me suis dit que ça correspondait pas forcément à mon tempérament. Et je suis arrivé à la prépa vraiment poussé par l'intérêt pour les matières, en gros. C'était la prépa HEC, c'était toutes les matières qui m'intéressaient. C'était pas la finalité derrière, c'était juste c'est le lycée en un peu plus intense. Ouais, je me suis vraiment laissé porter comme ça en me disant moi j'avais toujours été bon élève. Je pense que j'ai aussi un peu ce côté filière d'excellence, et ça me parlait de me dire je vais faire un truc un peu compétitif. Ouais, un peu complet, ce que j'allais dire. Ouais. Et j'avais aussi des très bons résultats en sciences, donc j'aurais pu prendre une prépa scientifique, mais je me suis vraiment dit moi ce qui m'intéresse à l'école, donc j'aimais beaucoup les maths, mais j'aime beaucoup aussi la philo, l'histoire géo, et donc je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Ok, donc t'as pris en fait le truc qui correspondait à ton profil scolaire plus que à tes aspirations. Ouais, même en fait plus à ma curiosité intellectuelle, tu vois. Et après c'est vrai que comme j'avais famille de médecins, moi j'avais personne dans le monde de l'entreprise, donc pour moi c'était assez obscur ce qu'on faisait après une prépa HEC, quoi. Ok.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Enfin, c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que souvent, en plus, c'est des métiers de vocation. Médecin, professeur. Bon, donc les gars sont profs ou sont médecins depuis des temps immémoriaux. Et donc, ouais, t'as cassé un peu ce truc-là. Et quand tu disais, ouais, ça correspondait plus à mon tempérament. Tu me disais au-delà des notes. Enfin, tu voyais un peu quand même tes centres d'intérêt, même si ça correspondait pas à des métiers encore, mais qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, peut-être je me verrais plus faire une prépa commerce? En fait, je pense qu'un des gros drivers, moi, de ma vie en général, c'est que je suis très curieux et je m'intéresse à plein de choses. Et c'est vrai qu'à un moment, quand je me suis posé la question de est-ce que je fais médecine comme mes parents, et je voyais en fait le quotidien de mon père, lui, il adore, mais c'est vrai que je me dis, c'est un peu le jour sans fin, quoi. Ça fait, là, tu vois, il a un peu plus de 60 ans, ça fait 35 ans que chaque jour, il voit des patients qui lui racontent grosso modo la même chose. Il diagnostique 80% les mêmes trucs. Enfin, et donc, il y a une redondance, en tout cas, tu trouves. Ouais. Et moi, ce qui me plaisait dans la prépa et puis dans la suite de mon parcours, c'est vraiment d'être touche à tout, de pouvoir découvrir plein de choses. Et c'est pour ça que, la prépa, HEC, puis le début de ma carrière en conseil, à chaque fois, j'ai aussi fait des choix qui étaient des choix très généralistes, en disant, j'essaie de m'ouvrir un éventail de possibilités. Je pense que c'est aussi lié au fait que, à ce moment-là, je pense que je savais pas trop quoi faire et je me disais je vais pas me fermer de porte en allant m'enfermer tout de suite dans un truc trop étroit. Donc voilà, c'est un peu les deux, à la fois curiosité de toucher à plein de trucs et à la fois aussi peut-être la peur de me dire je vais pas me fermer des portes maintenant. Ok, très bien, donc ça c'est pour le pourquoi. Et le comment maintenant, alors c'était quoi un peu tes notes en terminale? À l'époque c'était APB je crois, la plateforme, si tu te rappelles de ça. Alors je me rappelle pas du tout. Bon, on va dire que c'était APB je crois, honnêtement. Et donc à peu près tes notes et dans quelle prépa t'es admis? Alors j'ai fait des demandes que à Lyon parce que j'avais un an d'avance, donc j'avais 17 ans et pour moi ça me semblait c'est un truc comme on venait pas d'une famille forcément qui était très prépa. C'était pas le de la Taginette absolument. Ouais, le lycée du Parc à Lyon, ça me semblait déjà une filière d'excellence de dingue, quoi. Et ce qui est vrai, hein, c'était un excellent lycée, mais je me suis pas du tout dit il faut absolument que j'aille à Ginette. Et pareil, quand j'ai commencé la prépa, je me disais pas je vais avoir HEC, je me disais si j'ai le M Lyon, ce serait déjà un truc de ouf, quoi, parce que c'était le truc qui était le plus proche de chez nous. C'est ça, de toute façon, t'as aucun ordre de grandeur en fait. En quelque sorte. Voilà, donc j'étais vraiment assez naïf là-dessus. Sur mes notes, je me rappelle plus de mes notes en terminale, mais au bac, j'avais eu 19. Donc, après, t'as pas eu 12 toute l'année, quoi. Ouais. Non, moi j'avais des très bonnes notes en terminale. Globalement, j'ai toujours eu un très bon parcours. J'ai toujours été assez scolaire. Et donc, tu vas au lycée du Parc à Lyon. Oui. C'est ça. Donc, qui est une très bonne prépa. Je crois que Sainte-Marie, c'est peut-être un peu plus en termes de notes maintenant et encore que. Mais à l'époque, c'était kiff-kiff. Moi, j'ai toujours fait ma scolarité dans le public. Donc, je trouvais ça cool aussi. Je n'avais pas fait de demande d'ailleurs pour Sainte-Marie. J'avais fait que des demandes dans le public. Et non, c'était un super lycée. Ok. Et alors, c'était quoi l'intégration quelconque, on va dire, à l'époque? Est-ce que tout le monde intégrait les Parisiennes? Est-ce que c'était assez hétérogène? Dans ma classe, tu vois, on était 35. Il devait y en avoir à peu près 5 qui ont fait HEC, une quinzaine qui devaient être dans les Parisiennes, et après, le reste qui était un peu disséminé sur les autres. Donc, c'est quand même pas mal. Et je crois que ça a quand même plutôt baissé depuis. Ok, bon, c'est pas mal nous toujours, hein, mais ouais peut-être. Je saurais pas dire exactement, mais bon, ça reste en tout cas une très bonne prépa, ça il y a aucun doute là-dessus. Ok, et t'arrives et est-ce que tout de suite tu sens que t'es vraiment fort ou déjà est-ce que t'as une espèce de rapport d'étonnement vu que tu connaissais pas la prépa parce que t'avais pas forcément d'entourage qui était passé par là. Est-ce que c'est conforme, on va dire, la prépa que t'as connue, est-ce que c'est conforme à ce à quoi tu t'attendais avant d'y aller? Première question. Deuxième question, est-ce que t'as tout de suite fracassé les notes et tout ça, ou t'étais un peu dans le rang? Est-ce que c'était conforme? Oui, dans le sens où je m'attendais à déjà à un truc très intéressant, et c'est vrai que j'ai eu vraiment des super profs. Je m'attendais à ce que ce soit intense, et ça l'a été, plus en deuxième année d'ailleurs qu'en première année. Un truc qui m'a surpris, c'est la cohésion qu'il y avait. Nous, on a eu une classe de prépa qui était vraiment exceptionnelle. Et on a toujours un groupe qui est hyper fort. On fait toujours les 31 ensemble. C'est vraiment des liens. T'es resté super pote avec tes potes de prépa 15 ans après, quoi. Et d'ailleurs, Thomas, avec qui j'ai monté 900 Caire, c'est un copain de prépa. Ah ouais, c'est fou. Donc, non, c'est vraiment. Nous, on a eu une espèce d'alchimie qui s'est créée qui était hyper agréable. Après, au niveau des notes, en gros, moi, mon gros point fort, c'était les maths.
Donc le premier ADS de maths, je n'avais pas performé. Enfin, j'étais bien, mais j'étais. Je devais être, je sais pas, 5e. Mais en revanche, je crois que dès le deuxième, ça, j'ai vraiment. Enfin, toute l'année, Ouais, je tu as majoré. Ok. C'était assez marrant. Notre prof faisait des petits histogrammes. Donc, il y avait avec une gaussienne, et puis moi, j'étais tout le temps Oui, genre, deux cases. Ils te mettaient à côté, Ouais. t'étais hors catégorie, quoi. Donc, ça, pour le coup, ça, assez rapidement, ça a été le cas. Enfin, je dis le deuxième DS, c'était peut-être pas le cas, mais peut-être. Enfin, voilà. Oui, enfin, ils savaient que tu allais avoir entre 18 et 20 en parisienne, quoi. Ouais, après le premier trimestre, en gros, ça, c'était clair que c'était une force. J'avais fait mon lycée dans un lycée international. Donc moi, en section européenne, donc l'anglais, c'est aussi une force. Et après, sur le reste, c'était, j'étais bien. Enfin, j'étais dans la tête de classe, mais j'avais pas. Enfin, je survolais pas le truc, quoi. Ok. Ouais, donc les profs étaient pas bon. Celui-là, il va être major d'HEC. Non. Et ouais. enfin. En gros, personne pensait que j'allais être major d'HEC. Moi non plus. Hein. Ok. Ouais, d'accord. Et ça n'a jamais été un objectif. En plus, le jour où j'ai reçu l'appel, j'étais très très surpris, quoi. Oui, parce que, ok, à l'époque, on appelait les. À l'époque, c'était le BDE d'HEC qui t'appelait. Pour te dire si c'était admissible ou pas? Non, juste pour le major. Pour le major. Ah oui, ok, d'accord. Salut, en fait. C'est toi le major cette Ouais. année. Ah, c'est fou. Ok, Ouais, d'accord. marrant. Mais donc, à l'issue des euros. Ok, ouais. Ah, mais c'est. Ok, je savais pas du tout. Je pense que cette tradition s'est perdue depuis. Enfin. Ah ouais, je sais pas, mais en tout cas, je me rappelle très bien de ce coup de fil. Ok. C'est très, très surprenant. Ah ouais, ok. Bah, intéressant. Ça, je savais pas. Et, ok. Et du coup, les concours, quand tu arrives en deuxième année, tu sens quand même que ouais, ça va vraiment le faire pour une parisienne. Tu vas. C'est quoi un peu ton état d'esprit? Est-ce que vraiment t'as un état d'esprit de guerrier, c'est ça qui t'a permis de décrocher des notes vraiment au-dessus de la moyenne, ou finalement c'est une espèce de légèreté, un peu d'insouciance? Non, je dirais pas légèreté, mais disons qu'en fait, j'y allais quand même avec pas mal de confiance parce que globalement, tu vois, t'arrives à bencher tu vois les gens, tu sais que l'année d'avant, il y avait eu 5 personnes qui étaient à HEC. Toi, tu sais que tu t'es premier de ta classe, donc tu te dis, si tout se passe bien, j'ai une parisienne. Normalement, j'ai HEC, tu vois. Donc ça déstressait quand même pas mal. Les épreuves de maths sont très bien passées, donc ça te donne aussi pas mal de confiance. Et puis après, tu as des trucs qui se passent... tu as les autres épreuves, mais c'est vrai que vu la pondération, je sais pas si c'est toujours la même, mais à l'époque, en gros, c'était quasiment... quand tu avais 20 partout en maths, c'était quasiment impossible de ne pas avoir une parisienne. Oui, bien sûr. En fait, plus l'école est élevée au 6e et plus le coef en maths est important. Oui. Ça, c'est toujours vrai. Mais oui, c'est ça. Il y a une différence entre être admissible et puis être admis et puis surtout être major, quoi. Donc, oui, mais major, ça n'a jamais été un objectif. Bien Moi, sûr, je voulais juste être admis. Et donc, la partie... c'est toujours hyper stressant, mais disons que je pense que... j'étais assez sûr de... t'as quand même 2 ans derrière toi qui te disent, a priori, ça devrait le faire. Donc, ouais, je comprends. Pas besoin de se stresser outre mesure. Et après, j'ai beaucoup bossé. J'ai été... il y a beaucoup de discipline aussi derrière ça, quoi. Ok. Et du coup, tu te rappelles un peu de tes notes aux écrits? Donc 20 en maths, j'imagine? Ouais, j'ai eu... écrit oraux en maths, j'ai eu 20 quasiment partout, sauf à une épreuve. Où, voilà, c'est ma petite frustration. Et après, je me rappelle plus exactement. J'aurais dû bachoter avant, mais j'ai dû avoir 16-17 en anglais, en espagnol, genre 14 en histoire géo et peut-être 12 en philo, quoi. Ok, ça c'est pour l'écrit. Pour l'écrit. Et donc l'écrit, t'es pas premier, c'est ça? T'es dans le top 10, mais... Ouais, je me rappelle plus, peut-être 10e, un truc comme ça. Ok. Ouais. Mais c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'il y a que à HEC où j'ai fini major, les autres, je sais pas, j'ai été bien classé aussi, mais j'étais pas... La différence, c'est qu'à HEC, il y a plus de coefficients à l'oral qu'à l'écrit. Oui. Donc en fait, l'oral rebat énormément les cartes. Donc évidemment, pour être major, il faut quand même pas être trop aux fraises aux écrits, mais tu peux vraiment faire des vrais remontadas, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que l'oral t'as vraiment porté aussi. Ouais. Pareil, tu te rappelles à peu près tes notes ou... Ouais, l'oral, j'ai eu 20 du coup en maths. J'ai aussi eu des bonnes notes. C'est assez similaire à l'écrit. Et j'ai eu une surprise qui était que j'ai... Alors, j'ai pas eu une très bonne note en face à face, pour le coup. C'était sans doute ma moins bonne note de l'oral, de tête. Et en revanche, j'étais sorti, j'avais en philo, en culture G, j'avais eu l'impression d'avoir complètement raté le truc. Et en fait, j'ai eu 17. Et vraiment, en plus, je suis plutôt... en général, je sais plutôt bien m'évaluer.
Et là, j'étais vraiment surpris, à tel point que je me suis demandé s'il n'y a pas une erreur si j'étais trompé sur le report, mais bon, écoute. Non, je pense pas. Bah, en vrai, tu sais, t'es noté par 3. Oui. Si le sujet est difficile, il y en a 2 qui sont totalement plantés, bah, c'est toi qui prends la bonne note. Hein. Ouais, Donc, peut-être, ouais. c'est aussi un peu ça. Et le face-à-face, c'est ce qui s'appelle maintenant le triptyque, je crois. Ouais. Mais à l'époque, c'était pareil, où tu passais par 3 ou tu passais à... Tu passais par 3. Il y en avait 2 qui débattaient, un qui voilà. jugeait et tu tournais. Oui, c'est ça. Donc c'est la même logique, sauf Ouais. que ça s'appelle le triptyque maintenant, mais bon, enfin, ça n'a pas trop changé. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Bon, ok, le fait d'être major, c'est cool, c'est un titre un peu honorifique, mais ça n'aurait pas changé grand-chose que tu sois premier, quatrième ou cinquième. Mais tu vois, dans ta manière, enfin, c'est-à-dire que tu as quand même surperformé par rapport aux autres, tu vois, dans ta manière de bosser, dans ce que tu as pu appréhender en prépa. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ça te sert? Est-ce que tu as l'impression que ces 2 années où tu étais vraiment comme un poisson dans l'eau, entre guillemets, est-ce que ça t'a apporté quelque chose plus tard dans ta vie personnelle, professionnelle? Enfin voilà, cette espèce de rythme très intense pendant 2 ans et dans lequel tu t'es a priori plutôt bien épanoui. Ouais, je pense que c'est hyper structurant parce que ça t'apprend des méthodes de travail, ça t'apprend que tu peux travailler dur, ça t'apprend la résilience. Voilà. Je pense qu'il y a un autre truc aussi que j'ai découvert un peu, mais c'est le fait de prendre soin de soi. Moi, j'étais un gros dormeur. Et en prépa, j'ai continué à être un gros dormeur. Alors bien sûr, tu fais des sacrifices parce que quand tu es un gros dormeur et que tu travailles beaucoup, ça veut dire qu'il reste pas beaucoup de place pour d'autres choses. Ouais, bien sûr. Mais je voyais des gens dans ma classe qui bossaient tous les soirs jusqu'à 1h du mat, alors que moi, à 22h, j'étais couché quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que c'était assez... Enfin, en fait, c'est un truc que j'ai gardé pour le coup toute ma vie parce que je me rendais compte que quand j'étais frais, en gros, c'est l'heure incrémentale que tu passais à bosser versus l'heure de sommeil. Ouais, te flinguer tes 8 heures d'après, quoi. Ouais. Et donc ça, c'était un assez bon learning. Et après, j'y réfléchissais sur mon vélo en venant, mais globalement, pour moi, la prépa, c'est un peu comme, tu vois, comme quelqu'un qui fait de la muscu. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas pas utiliser ce que tu as appris en maths. La culture G, c'est toujours utile, mais c'est pas un truc, tu vois, la philo, c'est pas un truc que tu utilises au quotidien. Mais en revanche, t'as musclé ton cerveau et c'est un truc qui derrière te sert tout le temps. Et donc, moi, je suis hyper content d'avoir fait ça. C'était vraiment une expérience de dingue. Et en revanche, peut-être qu'il y a 2-3 trucs quand même qu'il a fallu désapprendre. Je pense c'est principalement sur l'écriture. Tu vois, le fait des dissertes où tu es hyper verbeux, tu t'en mets des tartines alors que tu es un communicant toi aussi. Tu vois que ce qui marche, c'est plutôt d'être très concis, d'avoir le sens de la formule, d'être très imagé, pas trop abstrait. Donc ça a été pour le coup peut-être un truc que j'ai déconstruit petit à petit. Mais globalement, j'en tire plutôt quelque chose de très très positif. Ouais, je comprends, c'est intéressant. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. En même temps, on te demande quand même parfois d'être... alors oui, c'est long, une dissertation de 8 pages, mais on demande quand même d'être concis parce qu'il y a tellement de choses à mettre dans une dissertation que oui, si tu fais trop des tartines, en fait, dans les faits, tu vas pas avoir une bonne note non plus, quoi. Il s'agit quand même d'avoir un peu le sens de la formule, mais oui, c'est un truc que tu aiguises beaucoup plus par la suite, ça, je suis assez d'accord. Et après, ouais, sur le côté muscler son cerveau, c'est vrai que on peut avoir la critique selon laquelle la prépa, ça formate, mais dans les faits, ça te donne un cadre de pensée. Après, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Tu peux être au BCG, tu peux créer une boîte, tu peux parcourir le monde. C'est des outils quand même qui te seront, je pense, toujours utiles, quoi. Mais, complètement d'accord avec ça. Mais justement, c'est parfait, ça fait un peu la transition avec ce que je voulais te dire. Donc, tu peux peut-être nous parler un peu de tes années HEC, c'est intéressant, mais bon, je te laisserai parler de ça, bien sûr, mais en gros, ce que tu as fait, toi, c'est que tu as fait plusieurs années au BCG, donc au Boston Consulting Group, qui est un des grands cabinets de conseil avant de créer ton entreprise. Et alors, on en parlait justement en off tout à l'heure, on disait est-ce que c'est un parcours intéressant, pas intéressant pour faire une boîte après, tu pourrais nous en parler. Mais j'aimerais bien avoir ton parallèle aussi avec la prépa parce que je trouve qu'il y a quand même un peu ces mêmes logiques on travaille beaucoup, il y a des méthodologies vraiment à appliquer et puis il y a aussi un espèce d'entre-soi parce que t'es quasiment qu'avec des gens qui ont fait en fait les Parisiennes ou éventuellement Centrale, Polytechnique. Donc voilà, il y a un peu certains ingrédients je trouve qu'on retrouve de la prépa. Mais bon, on va laisser ça de côté. Est-ce que tu veux nous parler juste quand même un petit peu de tes années HEC? Mes années HEC, c'est des années trop cool parce que c'est les années où tu relâches la pression après les années de prépa et tu développes d'autres compétences, principalement ce que j'appelle les social skills. Mais en gros, tu te fais des potes, tu interagis avec plein de gens. Moi, j'ai gardé quand même un pied dans la prépa parce que je suis resté prof de maths dans un truc, je sais plus si ça existe aujourd'hui, qui s'appelait Optimal Prépa à l'époque. Ouais, ça existe toujours, je crois.
Voilà, donc ça me permettait de garder un petit peu, enfin déjà de me gagner des sous, puisque HEC ça coûte cher, et donc c'est quand même bien de pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Voilà, mais sinon, non, mais les années d'HEC, c'est super. Moi, je pense que le petit regret que j'ai par rapport à HEC, c'est que je pense que tu n'en tires pas autant que ce que tu pourrais en tirer, parce que tu arrives à HEC sans avoir aucune expérience professionnelle. Tes 2 premières années, tu n'as pas d'expérience professionnelle. Et après, tu pars en césure. Là, tu commences à avoir une expérience. Et ta dernière année, du coup, elle est quand même plus riche. Et je trouve que c'est un peu dommage, ces modèles-là, parce que c'est vrai qu'on te parle de trucs. Parfois, les cours, en fait, potentiellement, tu sais que c'est des super profs. Tu sais que le sujet est intéressant. Mais c'est juste tellement abstrait pour quelqu'un qui n'a jamais été en entreprise. D'autant plus quelqu'un comme moi qui a personne dans le milieu de l'entreprise. Et donc ça, c'est peut-être le truc, tu vois, d'un point de vue social, c'était génial. D'un point de vue CV, c'est top. D'un point de vue ce que j'en ai retiré concrètement, c'était peut-être un peu décevant, mais principalement parce que je pense que c'est pas que les cours étaient pas bien, c'est que les cours venaient à un moment qui était tu manques pas un peu de propice. maturité et tu sais pas finalement. Mais oui, c'est ça, c'est une critique quand même assez fréquente. La L3, enfin la première année d'HEC, tu fais pas grand-chose, machin. En fait, tu peux faire plein de trucs, mais t'as pas forcément aussi le recul pour prendre ces outils-là. Exactement. Plus, t'as fait 2 ans de prépa, et donc oui, tu relâches un peu la pression, quoi. Mais bon, après, c'est classique, des super années. Tu vois, c'est des super années, tu fais plein de trucs. On est allé en mission humanitaire au Pérou, c'est des souvenirs qui sont inoubliables. Enfin, il y a énormément de choses que j'en retire, mais c'est vrai que sur la partie cours, c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus à en retirer que ce que j'en ai retiré. En partie par ma faute, et en partie parce que je pense que le cursus, tu vois, si je compare par exemple à l'ESSEC qui avait vachement, et je crois toujours, mais poussé l'alternance, je trouve que l'alternance c'est un modèle qui est fantastique si tu veux profiter de ton apprentissage, parce que du coup tu vois de façon très concrète ce que derrière tu vas mettre en place, quoi. Ouais, c'est vrai que l'ESSEC a été vachement pionnier là-dessus, et aujourd'hui ça s'est beaucoup plus développé. Alors HEC est la seule école qui fait encore de la résistance, mais ça s'est beaucoup développé, ne serait-ce que même à l'échelle nationale. Je pense que tu l'as vu avec tout le débat sur les apprentis aujourd'hui, Macron qui veut 1 million d'apprentis, enfin bref. Ouais. Et donc, nous c'est, aujourd'hui on a énormément d'apprentis, et je trouve ça génial, c'est trop bien. Et le fait d'être major d'HEC, ça a changé quelque chose pour toi? Non, vraiment pas grand-chose. Okay. En gros, c'est juste, au départ, ça te fait une petite réputation dans l'école parce que les gens te connaissent. Mais sinon, ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est juste un truc... le mini-truc, c'est que du coup, c'est un truc que tu mets sur ton CV, surtout au début. Maintenant, je le mets plus, mais... et je pense que ça t'aide à avoir des entretiens. Parce que quand les gens ils voient major d'HEC, ils ont envie de te recevoir en entretien. Donc c'est sûr que ça aide, mais bon. Ouais, est-ce que sans ça, j'aurais eu les entretiens? Je pense que oui aussi. Donc, Ok. Et oui, t'es pas devenu la star du campus pour autant. Ok, ouais, d'accord. Non, clairement pas. Ok. Donc désolé pour ceux qui se battent pour être major d'HEC finalement. Non, mais c'est un petit ego boost. C'est vrai que c'est agréable. Ouais. Non, le truc qui était drôle, c'est, je sais pas si c'est toujours le cas, mais t'as un discours en début d'année. Donc à la fois drôle, à la fois très grosse pression, parce que c'est la cérémonie d'entrée. Tu dois du coup prendre la parole devant tout le monde. Tu connais personne, enfin tu connais juste tes potes de prépa, et ça, donc septembre, premier jour, tu es le directeur de HEC qui fait son discours, puis après tu passes après lui et tu dois raconter un truc. Donc ça c'était une expérience assez marrante. Tu t'avais raconté quoi? Je m'en rappelle plus. Ouais, je le retrouve, mais je sais pas, j'avais fait 2-3 blagues et tout. C'est bon. Okay. De toute façon, t'as pas grand chose à raconter. Tu dis juste j'espère que ça va être une bonne année. Mais je sais pas si c'est une légende ou pas, mais je crois qu'il y a un truc où en gros le premier et le dernier admis à HEC, ils ont je sais plus les pots gratuits. C'est vrai, j'ai oublié ça. Oui. Ouais. Ça existe ça toujours? Toute ma scolarité, toute ma scolarité, j'ai eu tous mes pots gratuits. C'est vrai que c'est un bon bénéfice. Ok, et c'est pareil le dernier d'HEC aussi ou pas? Je crois que c'était le cas, ouais. Okay. Mais après, je pense que peut-être que lui, il le réclamait moins parce que. Moi, je trouve ça stylé en vrai quand même. Ouais, c'est marrant. Enfin, t'as l'impression d'être, c'est ça. Enfin, à une place près, tu t'aurais été bon. Après, attention, t'aurais été à l'ESSEC, c'était pas non plus la fin du monde, tu vois, mais. Et bon, à l'époque, c'était genre 3 ou 5 euros, donc ça allait, mais. Oui, c'était pas non plus trop cher, mais ok. Mais donc, toute ta scolarité, t'as payé les pots. C'est vrai. Donc, les pots, juste en POW, c'est les soirées HEC, quoi. Les Party of the Week. C'est ça, exactement. Exactement, ouais, j'avais oublié ce truc, mais en effet. Ok, ouais, voilà, bon, ça n'a pas été game changer dans ta vie, mais t'as économisé 75 balles. C'est ça. Ouais, ok. Très bien, donc, ok, pas trop de changements. Et donc, du coup, quand est-ce que tu captes ce que tu veux faire? Donc, le BCG, j'imagine que ça sort pas de nulle part, parce qu'en général, il faut avoir fait les stages pour. Ouais. C'est venu assez vite, cette idée de faire du conseil en strat? En fait,
enfin, comme je te disais, je pense que j'ai une approche un peu scolaire et un peu élitiste dans le sens où j'avais toujours un peu de me dire c'est quoi la voie royale. Et donc à l'époque, c'était la banque d'affaires. Donc j'ai fait mon premier stage chez Lazare en banque d'affaires. J'ai détesté, c'était horrible. Tu faisais quoi en banque d'affaires? Bah, tu sais, quand tu es stagiaire en banque d'affaires, tu t'alignes des slides. ouais, t'alignes des box, tu passes des markups. Donc les markups, c'est quand on voit des. En gros, t'as un PowerPoint, le mec imprime, il entoure en rouge tout ce qu'il faut changer et toi tu le changes. Et tu fais ça très tard dans la nuit, puis après, une fois que c'est fini, tu lui renvoies, il te renvoie des trucs, puis une fois que c'est fini, il te demande de l'imprimer et de le relier. Donc voilà. Ouais, donc c'est le stage classique en M&A ou enfin, je sais pas ce que tu faisais toi si. Ouais, c'est ça. Tu fais ça, tu vas aller faire alors peut-être que ça change maintenant avec l'IA et tout, mais à l'époque, tu t'allais dans les rapports annuels chercher les chiffres, les mettre dans un Excel, machin. Un peu abrutissant, mais fait par des élèves de très grande école. Honnêtement, moi j'ai trouvé que ça avait pas beaucoup d'intérêt. Donc je me suis dit que je voulais pas faire ça. Deuxième voie royale, du coup, c'était le conseil. Et là, j'ai eu l'opportunité de partir en Australie dans une boîte de conseil. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, quand je suis rentré, j'ai fait la majeure Strat, qui était un peu le truc qui te prépare au cabinet de conseil. Et puis, j'ai passé tous les cabinets et j'ai eu BCG. Donc, je suis allé. Ok. Et donc, alors, juste pour vulgariser, donc il y a 3 gros cabinets, enfin il y en a d'autres bien sûr, mais les 3 grands cabinets très connus qui prennent essentiellement des étudiants des Parisiennes. C'est BCG, c'est McKinsey et c'est Bain. Oui. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre ces cabinets selon toi, ou bon, tu prends celui que tu as et c'est à peu près la même chose? Honnêtement, je pense pas. Pas fondamental. Et après, enfin, je connais un peu moins Bain, mais j'avais hésité du coup entre McKinsey et BCG. À l'époque, BCG était plus gros, enfin, et d'ailleurs c'est toujours le cas, mais c'était le plus gros en France, donc je me suis dit que c'était plus intéressant d'aller dans le plus gros. À l'échelle du monde, c'est pas vrai. Donc McKinsey est beaucoup plus gros aux États-Unis. Et donc, en fonction de ce que tu envisages de faire, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai fini par partir aux États-Unis avec le BCG, et peut-être qu'en fait ça aurait été mieux avec McKinsey, puisque pour le coup c'était. Okay. Mais sinon, il n'y a pas. C'est pas majeur, quoi. Tout le monde raconte qu'il y a des différences, mais la vérité c'est que c'est le même métier, que c'est les mêmes personnes. Ok. Voilà. Et si tu devais expliquer à ta fille de 4 ans, enfin je sais pas quel âge là, mais... c'est un petit garçon de 3 ans. Bon, bah voilà, ouais, bon, 3 ans c'est peut-être encore un peu jeune, mais bon, allez, on va dire dans quelques années. En gros, c'est quoi le métier de consultant en strat? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et enfin, c'est quoi un peu la structure de la boîte? Ouais. En gros, consultant en strat, ces gros cabinets, leur positionnement, c'est de dire on est capable d'aider le top management de boîtes type CAC 40 sur n'importe quelle problématique niveau top management, enfin niveau COMEX, comité exécutif. Okay. Et c'est un des trucs qui m'avait plu, c'est que du coup, ce que ça veut dire, c'est que c'est très très varié en termes de secteur, parce que tu peux bosser sur... Enfin voilà, le CAC 40, c'est tous les secteurs, donc tu peux bosser sur n'importe quel secteur. J'ai fait des télécoms, de l'énergie, des biens de grande consommation. Enfin, tu peux vraiment faire des trucs très, très variés. Et c'est très, très varié en termes de thématiques, parce que si tu accompagnes le directeur, enfin le CTO, le Chief Technique, enfin... Ouais, technical officer, ou le CMO, en fait, tu as des missions qui sont complètement différentes, ou si tu accompagnes le directeur des RH, ça va être aussi complètement différent. Donc, en fait, tu as vraiment ce truc matriciel de tu as plein d'industries, tu as plein de sujets possibles, et BCG est capable d'accompagner normalement ses clients sur tout. Concrètement, ça peut être quoi une mission donc, ça marche sous format de mission, en général, donc c'est limité dans le temps. Et ça peut être quoi une mission? Ça peut être... telle boîte qui veut lancer un nouveau, s'implanter sur un nouveau marché, donc tu l'aides à créer le plan de lancement. Ça peut être, moi j'avais bossé sur, je pense qu'il y a prescription maintenant, mais sur Total, sur un plan de réduction des coûts. Donc tu réfléchis à comment est-ce que, tu décomposes la base, économiser de l'argent, etc. Voilà. Tu peux réfléchir à des sujets de pricing, de comment est-ce que tu changes le positionnement prix de certains produits. D'ailleurs, c'est pas BCG, mais je crois que c'est McKinsey qui avait été un peu dans le viseur parce qu'il y avait eu on a beaucoup parlé de shrinkflation, donc c'est-à-dire garder le même prix mais baisser les quantités, donc des héros plus petits, quoi. Ça, c'est typiquement le genre de mission de cabinet de conseil. Ouais, c'est un gars de McKinsey qui a dit ce serait cool que votre truc d'un litre en fait ce soit 900 millilitres, et ça coûte la même chose et personne n'y verra que du feu, quoi. Exactement. Okay, ouais. Voilà, et donc ça c'est un peu le côté dark, mais
mais souvent, en fait, peut-être quand même vraiment les entreprises. Donc ça c'est le type de mission. Et après, comment c'est structuré? En gros, c'est assez hiérarchique. C'est un peu comme à l'armée. Tu as le grade de partenaire, qui est les personnes les plus seniors, qui eux sont les gens qui vendent les missions et qui ont la relation avec le client. Ensuite, tu as un grade qui est chef de projet / principal. Ça, c'est les gens qui vont être responsables de l'exécution de la mission. Et ensuite, tu as les consultants qui sont du coup... donc en général, tu as un partenaire, un principal et 3 consultants. C'est un peu l'équipe type. Et eux, ils créent le contenu. Donc, et la façon dont on réfléchit quand on est en conseil, c'est qu'on prend un problème, on va le décomposer en plusieurs sous-parties. En général, chaque consultant prend une sous-partie. Et voilà. Donc typiquement, c'est telle boîte qui a un problème de croissance. Tu vas décomposer en disant la croissance, c'est quoi? Enfin, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le volume, le prix, le mix produit. Et du coup, il y en a un qui va dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire augmenter les volumes, l'autre qui va dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le prix. Voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu vois un parallèle, c'était ma question tout à l'heure, avec la prépa? Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, déjà, en fait, l'immense majorité des gens, à Paris, hein, évidemment, qui font des cabinets de conseil, en fait, sont passés par une prépa, donc soit scientifique, soit économique et commerciale, éventuellement littéraire, mais c'est peut-être un peu plus rare. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a quand même des patterns qui se répètent. Il y a quand même une méthodologie assez précise à appliquer. Il faut être bien cortiqué, bien structuré. Il faut très vite... tu vois, un coup, tu vas bosser sur le marché du yaourt au Japon et après sur le marché du Pérou, sur les pneus, j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, je vois beaucoup de parallèles. Moi, j'ai jamais fait ça, mais est-ce que tu vois un peu le truc? C'est évident. Et d'ailleurs, moi, quand j'y réfléchissais, je me disais, c'est la prépa de l'entreprise. Enfin, c'est vraiment ça. En gros, parce que, mine de rien, tu sors d'HEC, finalement, tu as eu 2 expériences de stage. Moi, j'étais pas prêt à choisir une entreprise en me disant, je veux faire ça, ou même un métier, tu vois, au sein de l'entreprise. Il y a des gens qui étaient très clairs sur... moi, j'adore le marketing dans les produits de luxe, ou j'adore l'IT chez Safran. Moi, je savais pas. Et donc, du coup, je l'ai vraiment vu comme la prépa de l'entreprise. Je vais voir plein d'industries, je vais voir plein de secteurs et je vais pouvoir ça va m'aider à m'orienter puis me donner des méthodologies. Et tu as raison, c'est exactement le même type en tout cas, c'est un peu les mêmes facteurs clés de succès. Il faut que tu sois capable de monter rapidement, d'ingurgiter rapidement de la connaissance, et il faut que tu sois très structuré et il faut que tu aies une grosse force de travail. Voilà, c'est un peu les gros facteurs clés de succès, à la fois en prépa, à la fois en cabinet de conseil. Donc ça corrobore un peu ce que je pensais. Ok. Et il y a beaucoup de fantasmes aussi, que ce soit sur les métiers de la finance ou du conseil, sur les salaires. Est-ce que alors pas forcément précisément, mais même ça se trouve tu t'en souviens pas si bien que ça, mais c'est quoi à peu près les ordres de grandeur? On entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Combien t'es payé quand tu rentres dans ces cabinets-là et c'est quoi un peu ton évolution salariale? C'est globalement, je crois, assez public, hein, parce qu'il y a des grilles de salaire qui sont très codifiées, de tête, en sortie d'école. Mais il faut se dire que c'était il y a 10 ans, mais je crois que c'était peut-être 50K, quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est peut-être plus aujourd'hui avec l'inflation et tout ça. Sans doute un peu plus aujourd'hui. Mais sachant que les gens qui allaient dans les boîtes normales, ils étaient plutôt autour de 30-35 à l'époque. Ouais, voilà, donc maintenant c'est plutôt 45, donc ça a bien pris 10K facile, quoi. Voilà, ouais. Je pense que c'est peut-être 60 aujourd'hui. Donc c'est bien. C'est bien. Et en fait, surtout, c'est... donc, tu as des grilles de salaire qui sont... donc, c'est un environnement qui est aussi assez similaire à la prépa dans le sens où tu es évalué en permanence. Et du coup, tu as des... Alors, ça, c'est différent de la prépa, mais tu as des échelons... tu gravis des échelons en permanence. C'est comme ça qu'ils gardent tout le monde motivé et qui font en sorte que les gens restent longtemps. C'est que tu as tout le temps la perspective de la promotion d'après. Et c'est vraiment... quelque part, moi, ça me dérangeait pas parce que c'est un environnement dans lequel je suis à l'aise, mais c'est un environnement qui est très scolaire, c'est-à-dire que à la fin de chaque mission, tu es noté, tous les 6 mois, tu as une revue où on te dit est-ce que tu vas être promu ou pas promu, et tu as des classements. Ouais, c'est ça, ouais, faut apprécier, entre guillemets, d'être un peu dans ce mode de compète, un peu scolaire. Et après, moi, j'ai vachement apprécié ça parce que, alors tu vois, tu as les détracteurs qui disent c'est trop chiant, t'es scolaire, t'es évalué tout le temps. Et moi, je le voyais comme... En fait, c'est génial parce que ça fait partie de la responsabilité de ton manager de te faire des points de feedback régulièrement. Les templates sont très détaillés. Et donc, en fait, chaque mission et chaque 6 mois, tu as une overview très, très claire de tes forces et tes faiblesses. En plus, ils vont parler à plein de gens. Tu as en général une personne qui est en charge de faire la synthèse de tout ça, qui va parler aux gens avec qui tu as bossé. Et ça te donne... Enfin, tu vois, si tu es...
dans une logique d'amélioration, tu progresses vachement grâce à ça parce que tu compares ça à une boîte traditionnelle où tu as un entretien annuel une fois par an et où globalement il se dit pas grand chose dans l'entretien annuel. C'est hyper riche. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a importé dans ma boîte aujourd'hui où on a un feedback tous les mois. Alors, c'est moins scolaire dans le sens où on n'a pas de notes. Il y a moins de critères, vraiment. Okay. Mais en revanche, on met vachement de poids sur le fait de donner du feedback en permanence. Et c'est un truc qui surprend tout le monde, mais que tout le monde adore. Et ce qui est génial, en fait, quand tu fais du feedback un peu au fil de l'eau, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas, tu débarques à ton entretien de fin d'année, tu penses que tu as fait une bonne année, et ton manager dit c'était catastrophique. En fait, quoi. Ouais, okay. Et en fait, non, parce que globalement, nous, on fait aussi des entretiens de fin d'année, mais l'entretien de fin d'année reflète les 11 feedbacks que tu as eu l'année d'avant. Donc, tu sais où tu te situes, il n'y a pas de... Ok, ouais, hyper clair. Ouais, j'avais pas forcément cette vue-là, mais effectivement, après, il faut savoir l'apprécier. Enfin, on avait reçu, je sais pas si tu as joué aux échecs, un gars qui s'appelle Julien Song, il a fait le M Lyon, le BCG, et enfin, ça l'a clairement saoulé, et il est parti. Et maintenant, il a sa chaîne d'échecs, qui est une des plus grosses chaînes de France. Incroyable. Et enfin, bon, t'as un peu les deux extrêmes, quoi. Ceux qui vraiment rejettent en bloc ce système-là, et puis ceux qui s'y conforment plutôt bien et qui s'y épanouissent. Donc, après, tu vois, je trouve ce que je trouve très bien sur le conseil, c'est qu'on ne te ment pas sur la marchandise, globalement. Oui, tout le monde est passé par là, tout le monde sait... Enfin, dans les parisiennes, hein, je veux dire, bien sûr. Ouais, non, mais je veux dire, même, ils sont assez transparents sur... C'est à quoi t'attendre, oui. Ouais, quand tu y vas, tu sais que tu vas être évalué tout le temps, tu sais que tu vas bosser dur, en gros, même, je te disais, sur les salaires, c'est assez transparent. Enfin, je me rappelle plus s'ils communiquaient la grille, mais globalement, tu sais, si tu as telle promotion, tu es à là, tu sais que ton bonus, il va être... Enfin, en gros, tu as tous les paramètres. Et moi, j'ai trouvé ça assez agréable parce que du coup, il n'y a pas de politique. Enfin, alors, il y a de la politique quand tu montes parce que après, pour devenir partenaire, machin. Ils se partagent des trucs. Ouais, okay. Mais globalement, au niveau junior, t'as pas beaucoup de politique. T'as des règles du jeu qui sont claires. Et après, si t'as pas envie de jouer à ce jeu-là, il y a plein de gens à qui ça correspond pas. Mais je trouve que c'est un environnement qui est assez sain dans le sens où ouais, c'est honnête, quoi. Ouais, voilà. Ouais, okay. C'est transparent. Ça se défend totalement. Et donc, tu as été aussi un peu à New York, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans le conseil aux États-Unis ou de toute façon, c'est tellement globalisé qu'en fait, à part que tu parles anglais plutôt que français, et encore que... je pense que tu as gardé beaucoup d'anglicisme aussi, évidemment, de ça, mais... Ouais, non, mais ça, c'était... ça fait aussi partie des trucs qui sont incroyables quand tu fais du conseil, c'est que finalement, comme c'est une structure de projet, et quand t'es junior, t'es un peu t'es vraiment de la matière première, hein. T'es du temps de cerveau. Mais du coup, ça fait que t'es très facilement transposable d'un pays à l'autre, d'un projet à l'autre. Et l'opportunité de pouvoir... moi, j'ai passé 3 ans du coup à New York au BCG, c'était incroyable. Tu vois, c'est vraiment une chance de dingue. Tu le fais dans des conditions qui sont géniales. Après... L'arrivée là-bas, ça a été quand même une grande claque parce que tu te rends compte que tu parles pas si bien anglais que ça. C'est pas pareil l'anglais. Ouais, même quand t'as 17 à BCE. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, et ça a un peu changé maintenant. Mais moi, quand je suis arrivé, il y avait assez peu de visioconf. C'était en général, tu faisais les visioconf via téléphone. Donc, tu avais une espèce de ce qu'on appelait une pieuvre. Je sais pas si ça existe toujours au milieu. Le son était hyper mauvais, donc t'arrives, tu galères, tu vois pas la tête du mec, tu comprends un mot sur deux, il y a des acronymes dans tous les sens. Ça, c'était très très dur. Et surtout, les Américains pratiquent pas le conseil exactement de la même façon et ils valorisent pas les mêmes choses. Nous, on a une culture vraiment, même quand tu as fait une prépa commerciale, tu as une culture. En fait, en France, on a des cultures d'ingénieurs. On est très très analytique, on est très bon sur les chiffres. Les Américains, c'était un peu plus, c'était très... nous, on est très déductif, c'est-à-dire, on va dire, j'ai regardé ci, j'ai regardé ça, j'ai machin, et tu décortiques tout. Les Américains, ils étaient très inductifs en disant, la story, c'est ça, voilà, boum, 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 et après, ils mettaient des data points derrière, mais tu devais changer complètement ta façon de voir les trucs. Et moi, quand je suis arrivé faire mes analyses micro-détaillées avec ce qu'on appelle des footnotes, mais c'est notes de bas de page pour détailler tes hypothèses et tout, en fait, les mecs comprenaient pas, quoi. C'était pas leur façon de réfléchir. Et moi, j'en ai bavé au début, mais j'en ai tiré vachement de choses parce que sur la communication, ils sont tellement plus impactants. De toute façon, c'est pas un hasard. Tout le monde sait que les Américains sont des bons vendeurs et des bons sales, mais c'est vrai que c'est vraiment bluffant de les voir, quoi. Et il y a des trucs j'ai fait passer des entretiens à des stagiaires, mais c'est
incroyables. T'as l'impression que c'est tous des prix Nobel. Non, mais c'est. Ouais, t'as Steve Jobs tous les jours dans ton bureau alors que le mec a 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils ont une confiance en eux, mais c'est incroyable, quoi. Ils prennent la parole. Et au début, c'est hyper impressionnant. Après, tu te rends compte qu'il n'y a pas tout le temps du fond derrière. Ouais. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir ça parce que ça te pousse aussi hors de ta zone de confort. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que sur l'exercice oral, et heureusement là-dessus, c'est pas pour tresser les blanches de la prépa outre mesure, mais tu vois, le fait d'être en colle, de dire oula, attends, là, je suis un peu dans la sauce parce que je passe sur un sujet de géopo que je maîtrise pas trop, mais c'est pas grave, je vais faire un grand sourire et ça va aller, et je vais parler 10 minutes. Bah, ça t'aide quand même, tu vois, d'être toujours dans ces situations un peu en difficulté à l'oral. Et en fait, à part sur l'école, c'est relativement peu le cas. Enfin, au lycée, tu lèves la main, t'es le bolos de service, tu vois. Ouais. Donc, et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, t'as beaucoup plus cette pratique un peu permanente de l'exercice oral, c'est hyper valorisé. Et enfin, voilà, bon, alors peut-être qu'il y a des choses critiquables parce que parfois, justement, c'est un peu plus emporté par la story que par les chiffres un peu prosaïques. Ouais. Mais il y a peut-être ce que tu dis, un peu un meilleur des deux mondes et il faut savoir piocher un peu dans les deux, quoi. Ouais, donc, mais du coup, c'est assez riche de voir ça. Et puis, ouais, moi, j'ai appris plein de trucs là-bas. C'était vraiment super expérience, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Mais c'est bien, c'est aussi des trucs qui te font progresser. C'est quand tu es dans la difficulté que tu progresses. Carrément. Et justement, ton aventure au BCG, elle a fini par prendre fin. Déjà, pourquoi? Et est-ce que 900 Care est venu immédiatement? Enfin, voilà, comment tout ça s'est articulé? Et aussi, voilà, ton sentiment sur ce qu'on disait aussi en off tout à l'heure. Il y a pas mal, j'ai l'impression, de gens qui ont fait du conseil qui ensuite vont vers l'entrepreneuriat pour diverses raisons. Mm-hmm. Et voilà, j'aimerais bien avoir ton sentiment un peu plus global là-dessus. Alors, sur la fin du BCG, en gros, je pense qu'il y avait... je me projetais pas à long terme au BCG parce que j'ai beaucoup aimé mes années de consultant. C'était un travail que je trouvais vraiment génial. T'allais hyper profondément dans des sujets, tu décortiquais tout, tu faisais tes analyses. Moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup parlé. J'ai beaucoup moins apprécié la phase d'après, qui était la phase de chef de projet, où là, tu es un peu le point focal. Enfin, tu es vraiment entre le marteau et l'enclume, quoi. Tu as ton équipe, tu as ton client et tu as ton partenaire, et toi, tu prends toute la pression. C'est un truc où tu vas beaucoup plus orchestrer le travail des autres plutôt que produire du truc toi-même. Ça m'intéressait moins, ce taf-là m'intéressait moins, et surtout, je me projetais pas tellement ni en tant que partenaire au BCG, ni chez un client en corporate. Et je me disais, du coup, est-ce que ça vaut le coup que je continue longtemps dans ce métier, parce que je suis en train de développer des skills qui me serviront en fait pas trop plus tard. Parce que essentiellement, ce que tu apprends à ce niveau-là de chef de projet, ça va être ce que j'appelle plutôt des skills politiques. Donc, tu vas apprendre à naviguer l'organisation chez ton client, mais en fait, si tu ne te destines pas à bosser dans une boîte du CAC 40, ce truc-là, ça sert un peu moins. Donc, j'ai commencé cette réflexion-là, sachant qu'en plus, j'avais une frustration qui s'ajoutait, qui était que j'étais aux États-Unis et que je ne pouvais pas changer de boîte parce que sinon je perdais mon visa et je rentrais en France. Et donc au moment où j'ai décidé de rentrer en France, là je me suis posé la question. Je suis quand même rentré avec le BCG, mais assez rapidement je suis parti. Je pense qu'une autre source de frustration aussi, c'était d'être dans cette position, cette posture de conseil, parce qu'il y a plein de fois où en fait tu dois convaincre des gens de faire des trucs qui sont bien pour eux et où tu fais face à de la résistance, tu dois convaincre, alors que tu disais mais ça irait tellement plus vite si moi je prenais les décisions. Moi, c'était un truc qui me frustrait pas mal. Je me disais, en fait, genre là, j'ai passé une nuit à faire un truc. Enfin, il y avait ça qui me frustrait. Il y avait aussi le fait de souvent bosser sur des trucs que je trouvais inutiles. C'est-à-dire, cette énième analyse, en fait, on n'a pas besoin pour prendre une décision. Bon, voilà. Donc, j'ai mis un peu tout ça. Et en parallèle, j'avais toujours... Enfin, j'avais des potes qui avaient monté des boîtes. C'est un truc qui m'intéressait. Et notamment, j'avais un très bon pote à New York qui s'appelle toujours Thomas Bragard, qui était d'une famille textile et qui était lui chez Accenture, qui est un autre cabinet de conseil, et qui avait quitté son taf pour relancer un peu l'activité familiale textile. Et il me disait tout le temps, viens, on monte une boîte ensemble, on monte une boîte ensemble. Et donc, quand je suis rentré des US, je me suis dit, OK, j'ai ce truc qui me démange de monter une boîte, je suis pas trop sûr. Donc, est-ce que plutôt que de me lancer d'un coup, je ferais pas un test? Et donc, j'ai pris 3 mois sabbatiques. Ce qui est bien dans le conseil, c'est que globalement, quand tu pars d'un pays et que tu vas dans un autre pays,
personne t'attend dans l'autre pays. C'est-à-dire que si tu commences 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, ça change rien. Parce oui, qu'ils bien avaient sûr. pas besoin T'es de toi. juste plug and play, quoi. Voilà. Enfin, ils te prennent et tiens, voilà une mission. Et Exactement. ciao, Donc, c'est juste que tu partiras sur une nouvelle mission, quoi. Et ce qui était... donc, du coup, j'ai pris 3 mois off. On a monté un petit projet de casquettes qu'on vendait en ligne. Et ça, en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est monter une boîte parce que j'ai été... ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'était le côté, tu fais que des choses que tu trouves utiles et tu fais travailler des muscles que tu avais complètement sous-estimés, tu vois. Genre, la créativité, par exemple, c'est un truc où je m'étais un peu convaincu du fait que, vu mon parcours, j'étais pas forcément quelqu'un de créatif. Alors qu'en fait, c'est faux. Je pense que tu as plein de muscles. C'est juste que si tu les exerces jamais, tu n'es jamais créatif. Mais le jour où tu commences à les exercer, tu vois que tu sais faire, et que moi, j'aimais ça, tu vois. Et donc, je suis quand même revenu au BCG. Mais assez rapidement, je me suis dit qu'il fallait que j'aille faire autre chose. Et là, j'ai commencé à réfléchir à ma prochaine étape. Au BCG, j'avais fait énormément de sujets de biens de grande consommation. Et c'est un secteur qui me passionne parce que je trouve que c'est le côté très, très tangible, concret, un truc que tu peux aller acheter au supermarché tous les jours. Je trouvais ça génial, tu vois, se dire demain, mon produit sera peut-être dans un supermarché. Je trouvais ça assez cool. Et du coup, j'ai cherché des idées avec un peu une boussole où je cherchais un truc qui ait un impact positif, qui soit un produit innovant et où il y a un hack économique. Et puis, je me suis arrêté sur 900 Care, dont je te parlerai dans une minute. Et tu avais une deuxième question qui était... qui était sur le BCG. Est-ce que je vais la reformuler pour être plus clair. Est-ce que les gens du BCG sont des bons entrepreneurs, ou du BCG ou du conseil en strat? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, en gros, il y a... C'est un truc... je sais pas si tu vois le discours de Steve Jobs à Stanford, très très connu, où il dit tu peux connecter les points que rétrospectivement, quoi. Tu sais pas au début. Je pense que c'est assez vrai pour n'importe quel profil d'entrepreneur, c'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu arrives avec ton bagage et un peu n'importe quel background, pour moi, peut faire un bon entrepreneur pour peu qu'il sache connecter les bons points. Donc, en tant que consultant, il y a plein de points à connecter qui font de toi un meilleur entrepreneur. Et il te manque aussi plein de trucs qu'il faut que tu développes. Donc, c'est des profils qui sont pas complets, mais ça peut faire des très bons entrepreneurs. Je pense que dans les choses qui permettent de faire des bons entrepreneurs, c'est le côté, déjà, tu es habitué à beaucoup travailler. Tu as des méthodes de travail et tu es assez analytique. Donc, ça te permet de décortiquer de des prendre problèmes, des bonnes décisions, etc. parce que c'est quand même ça qui compte au départ. Voilà. Et potentiellement, ce qui te permet pas d'être un bon entrepreneur et qu'il faut que tu développes, c'est que tu sais pas prendre des décisions puisque tu n'en as jamais prises. Oui, c'est vrai. Tu dis aux gens, ouais, ce serait bien que vous fassiez ça, mais... En fait, c'est pas pareil de mettre un truc sur une slide et puis d'appuyer sur le bouton et de le faire pour de vrai, parce que la vérité, c'est que... Alors, c'est moins le cas parce que on fait de plus en plus le BCG fait de plus en plus de missions d'implémentation. Mais la vérité, c'est que pour toi, c'est assez théorique. Tu te dis, j'ai regardé les chiffres, je pense qu'il faut baisser le prix de X. Ouais, c'est pas pareil que d'être le mec qui va se faire virer si le truc marche pas. Ouais, voilà. Ou d'aller voir le gars, oui, c'est ça, et lui dire, écoute, là, je suis désolé, mais en fait, le gars du BCG, il a dit que c'était trop cher, l'usine là, donc on va la bouger. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Donc, tu sais pas prendre de décision, tu sais pas manager, parce que, en fait, manager au BCG, tu manages que des gens hyper motivés, hyper brillants, qui sont en plus formatés exactement comme toi. Donc, tu sais pas comment tu motives quelqu'un qui en fait est moins payé. Enfin, tu vois aussi. Faire un métier totalement différent, un métier potentiellement difficile, même physiquement. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, un métier que tu connais pas aussi. Comment tu manages quelqu'un tu vois, moi j'ai des devs aujourd'hui. Je sais pas coder. Comment tu manages un dev? Ça, tu dois l'apprendre. Et après, tu sais globalement. Tout ce qui est opérationnel, tu sais pas faire parce qu'en fait, au BCG, t'es chouchouté, t'as 12 000 services support. Donc, quand il faut... En fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi mettre les mains dans le cambouis. Tu vois, tu peux pas te planquer, quoi. Enfin, c'est impossible. Ouais. S'il y a un problème, tu vois, je sais pas, au tout début, on avait une machine qui avait pété alors qu'on devait livrer nos précommandes. Mon associé, il a loué une camionnette, il a mis toutes les matières premières dans le coffre, il a conduit jusqu'à Vichy où il avait trouvé un mec qui pouvait compacter nos pastilles et il les a compactées. C'est ça la vraie vie d'entrepreneur. Ouais, et ça, c'est pas un truc que tu apprends au BCG. Donc, du coup, la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs à apprendre et plein de trucs qui manquent. Et, mais tu étais quand même conscient de j'ai des forces et des faiblesses, je fais ma fameuse matrice. Ouais, mais j'étais pas conscient de ça, tu vois. Parce que c'est rétrospectivement, typiquement, ça. Rétrospectivement. Et typiquement,
Donc, je me suis associé avec un copain de prépa, du coup, qui s'appelle Thomas aussi, pas le même, mais un Thomas Arnaudot, qui lui avait fait que l'entrepreneuriat. Donc, il a monté plusieurs boîtes. Et vous êtes restés comment en contact? Juste parce que... Bon, parce qu'on était dans la même bande de potes de prépa, on s'entendait super bien. Ok, même quand tu étais aux États-Unis, tu as gardé contact avec eux? Ouais, c'était, disons que c'est pas quelqu'un que j'allais forcément appeler en one-to-one, mais comme on avait beaucoup d'événements de prépa, on se voyait quand même régulièrement et à chaque fois on passait. On a plus une dynamique de bande avec ce groupe-là, mais oui, on était restés assez proches. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'avoue que j'étais parfois un peu frustré par certains trucs parce que typiquement. Assez rapidement, on a compris que, je te raconterai un peu le projet, mais qu'on allait devoir lever des fonds pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, je lui disais, bah voilà, moi je fais les slides sur tel sujet, tu fais les slides sur tel sujet, puis il me rendait des slides de merde. Et elle me disait, putain, c'est chiant quand même, tu sais pas, enfin. Ouais, genre, mais parce que toi, en même temps, ça fait 10 ans que tu faisais des slides et c'était absolument nickel, quoi. Lui, c'est pas son métier. Et au début, tu vois, je me disais, en fait, je pense que j'aurais été plus à l'aise avec un autre consultant. Et en fait, j'aurais raté tellement de choses. Parce que moi, je suis hyper impressionné par sa débrouillardise, par sa capacité. Enfin, tu vois, genre en égo, il est super fort. Enfin, plein de trucs où moi, je suis nul et que j'ai pas du tout développé. Et en fait, à un moment, j'ai réussi à comprendre que ce que je recherche dans un associé, c'est pas un clone. C'est facile de bosser avec un clone quelque part parce que tu vas bien t'entendre avec lui, quoi, mais ouais, en fait, potentiellement il va pas voir qu'en fait il y a un mur en face parce que vous avez tous les deux le même défaut de vision en quelque sorte, quoi. Ouais, et puis il va pas. Peut-être qu'un autre mec du BCG, il aurait pas loué une camionnette pour aller faire le truc, il aurait juste dit bon bah voilà, on va prévenir nos clients qu'on aura du retard, quoi. Ouais, trop relou et voilà, quoi. Ouais, tu vois, peut-être, j'en sais rien, mais du coup c'était un gros learning quand même de se dire il y a vraiment de la valeur dans des profils qui n'ont pas les mêmes forces que toi. Et c'est dur parce que bah, forcément, tu n'as pas tout le temps la même façon de réfléchir. Mais en revanche, quand tu arrives à trouver le mode de fonctionnement qui fait que tu arrives à leverager au mieux les forces de l'un et l'autre, c'est incroyable. Ok. Et donc, là, c'était un peu le truc global, mais si on rentre dans le concret, en gros, 900Care, initialement, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? Et puis, quelles ont été les étapes vraiment structurantes du projet? Bah, ce qui est marrant, c'est que ça n'a pas trop bougé finalement en termes de vision. On est parti d'un constat qui est assez simple, qui est que quand tu te promènes dans un rayon de gel douche dans ton supermarché, tu es entouré de produits qui ont deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est du plastique, elles sont emballées dans du plastique à usage unique. Et la deuxième caractéristique, c'est que c'est des produits qui sont principalement constitués d'eau. Pour un produit comme le gel douche, c'est 90% d'eau. Et donc, quand tu y réfléchis, tu te dis, OK, je vais transporter de l'eau sur des milliers de kilomètres, de l'usine au magasin, puis du magasin jusqu'à chez le client, alors que de l'eau, on en a tous dans notre robinet. Et l'eau, c'est lourd, ça génère plein d'émissions de CO2. Et comme c'est liquide, on est obligé de le transporter dans une bouteille en plastique, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de transporter l'eau. Et là, on s'est dit, il y a forcément une meilleure façon de faire. Et on a eu cette idée de dire, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de faire ça, on t'envoie juste les ingrédients actifs? Donc, on a compacté les ingrédients actifs d'un gel douche sous la forme d'un petit bâtonnet de poudre. Donc, c'est de la poudre compactée. Ça ressemble un peu à une craie. Ça a la taille d'un bouchon de liège. Tu as une bouteille réutilisable. Tu mets tes bâtonnets d'ingrédients actifs dans ta bouteille. Tu rajoutes l'eau du robinet et tu recrées ton gel douche, ton shampoing, demain ton dentifrice. Ça a la même texture, ça a la même... Ouais. Okay. C'est exactement la même chose. Je n'aurais pas la différence. Là, tu me donnerais une bouteille, j'aurais pas la différence. Non. Okay. Même texture, les parfums, la mousse. Et c'était d'ailleurs le vrai défi de formulation. Ça a été super dur à faire, mais en tout cas, c'était le point de départ. En disant, en fait, aujourd'hui, si on parle de cette catégorie de l'hygiène, certes, tu peux utiliser du savon, sauf que dans les faits, il y a une personne sur 7 qui utilise du savon et 6 sur 7 qui utilisent du gel douche. Et donc, tu peux te dire, faut convaincre les gens de passer au savon, mais pas facile parce que changement d'habitude, ou tu peux te dire, continuez à utiliser du gel douche. Je vous donne juste une façon... Ouais, juste arrêtez d'acheter de l'eau, quoi. Ouais, voilà. Okay. Arrêtez d'acheter de l'eau, arrêtez d'acheter du plastique à chaque fois et continuez à faire sinon tout ce que vous faisiez avant. Donc, on a eu cette idée-là. Il y a eu énormément de R&D. On a fini par construire notre propre labo. On a eu énormément de galères industrielles. On a fini par construire notre propre usine, qui est opérée par un partenaire, mais avec qui on bosse en exclusivité. Voilà, on est vendu aujourd'hui principalement sur Internet, même si on commence à essayer d'être distribué aussi
en magasin avec un modèle d'abonnement. Donc en gros, la première fois que tu achètes ce qu'on appelle un kit d'essai. Tu as 20 jours d'essai et au bout de 20 jours, on va t'envoyer tes recharges. La beauté du produit, c'est que comme on transporte que 10% des ingrédients actifs, c'est tout petit, donc ça passe en boîte aux lettres, donc c'est très très facile à se faire livrer. Et nos clients, ils adorent le côté abonnement parce que du coup, tu n'as plus besoin d'y penser. Et surtout, là, c'est un truc qui a énormément de sens parce que globalement, si tu achètes juste une fois le produit, on t'a livré une bouteille réutilisable et une recharge, tu n'as pas économisé de plastique en fait. Le seul moyen d'économiser du plastique, c'est quand tu recharges ton produit. Et donc l'abonnement, c'est aussi une façon de tenir cette bonne habitude. Oui, et puis l'avantage, c'est la fameuse blague du mec qui s'inscrit à la salle et en fait, au bout de 6 mois, il fait « ouais, c'est vrai que je suis abonné à ce truc et que j'ai jamais foutu les pieds ». Alors qu'après, tu vas pas oublier de prendre une douche pendant 6 mois, quoi. Donc, tu sais que le besoin, il va être récurrent, tu l'as super bien identifié. Enfin, l'abonnement est pas bête du tout, quoi. Ouais, et par rapport à la salle, en plus, tu peux te dire, ok, même si tu ressens un truc que tu avais oublié et que tu te désabonnes après, au moins, tu as un produit physique que tu utiliseras, tu vois. Oui. Là où, si t'es pas allé à la salle pendant 6 mois, juste t'as perdu, tu vois, ou c'est pareil avec Netflix. Si tu regardes pas Netflix pendant 1 mois, t'as juste perdu un truc, alors que là, Oui, le truc, il existe, voilà. il est pas... Enfin, parce que j'imagine que ça périme pas, ce truc-là. Non, donc, du coup, c'est très stable, c'est un autre avantage, c'est que ça dure, ça dure très longtemps. Et en termes de prix, parce que c'est souvent... on le disait tout à l'heure là, dans la cuisine, mais t'as un peu cette logique fin du monde, fin du mois. Ça reste l'apanage des plus aisés, entre guillemets, de se soucier de la planète. Vous, de ce que je comprends, vous vous inscrivez un peu à contre-courant de ça. Ouais. C'est aussi peut-être la différence avec d'autres marques premium qui prétendent, et sans doute qu'ils le font, préserver la planète. Exactement. Nous, on est parti... on monte cette boîte parce qu'on a envie d'avoir un impact positif sur le monde. C'est un truc qui est hyper... c'est un des gros drivers. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai pas mentionné quand on parlait de pourquoi je partais du BCG, mais un des énormes facteurs, c'était justement aussi ce besoin de sens. La frustration, elle venait aussi de bosser pour des gens où je me disais, bon, l'impact de mon taf, en fait, c'est de faire gagner un peu plus d'argent à une boîte qui en gagne déjà beaucoup. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans ma vie, tu vois ? Enfin, est-ce que c'est vraiment le sens que je veux donner à ma vie ? Et donc, c'était un des gros drivers aussi, c'était de se dire comment est-ce que je suis plus aligné parce que j'ai quand même une conviction assez profonde là-dessus, c'est de dire ton taf, c'est c'est au moins 50% de ta vie. Essaye de faire un truc où... Tu vois, c'est passer 50% de sa vie à faire un truc relou, c'est cool de se priver de prendre l'avion, mais en fait, si tu passais plutôt ton temps à... Tu vois, si l'écologie, c'est une cause qui te tient à cœur, tu peux dire, moi, je vais essayer de réduire mon impact personnel, il faut le faire, mais ton plus gros levier, c'est l'impact que tu as via ton taf. Si tu bosses tous les jours à faire des trucs qui font avancer le monde dans le bon sens, tu vas avoir un impact beaucoup plus gros. Nous, on estime qu'on a économisé, depuis le lancement, 6 millions de bouteilles en plastique. Ça me paraît énorme. C'est un impact de dingue. Ouais, combien vous avez vendu combien vous avez de clients à peu près ? On a actuellement à peu près 100 000 abonnés. Ok, c'est énorme parce qu'en plus c'est à l'échelle d'un foyer, j'imagine. Ouais. Donc en fait, je sais pas combien il y a de foyers en France, mais vous touchez beaucoup de gens. Écoute, pas aussi gros que ce qu'on voudrait, mais vous y travaillez, on va y arriver. Ouais, bien sûr. Mais donc pour revenir à ça, on est drivé par l'impact. Une fois que tu as dit ça, ce qui est beau en fait, quand tu as de la clarté et la façon dont on voit notre mission en tant que 900 Care, c'est de dire, nous on veut être la marque qui accélère le passage au rechargeable. En gros, on veut que le rechargeable, ça devienne la nouvelle norme du marché de l'hygiène. On veut que dans 10 ans, quand tu te promènes dans un rayon hygiène, il n'y ait plus de plastique jetable, que ce soit que des recharges et des flacons réutilisables. Et une fois que tu as dit ça, ce qui est beau, c'est que quand tu as la clarté sur ce que tu veux faire, les décisions, elles coulent de source. Parce que si ton ambition, c'est de démocratiser le rechargeable, tu sais qu'il faut que tu aies un prix abordable. La décision stratégique, en fait, on ne s'est pas posé la question 1000 ans sur c'est quoi notre positionnement prix. En fait, ça découlait de notre vision et notre mission de marque. Et après, là où c'est beau, c'est que finalement, on a, donc, pour répondre à ta question sur le prix, on a un positionnement prix qui est très abordable. Un gel douche chez nous, c'est 2,50 €. Donc, c'est le coût d'un gel douche que tu aurais en supermarché. Sachant que c'est un gel douche qui va être avec des ingrédients d'origine naturelle, qui est noté excellent sur Yuka. Enfin, en gros, on a vraiment, qui est fabriqué en France, on a vraiment fait les choses bien pour avoir un super produit. Et on est capable d'être en ligne avec les prix des grandes marques, de main moins cher. Pourquoi ? Parce qu'on a un énorme avantage sur les coûts. D'une part, parce que 50% du coût d'un gel douche de grande surface,
c'est la bouteille plastique. Nous, on n'a pas ça. C'est des petits étuis en carton. D'autre part, les coûts de production, ils sont élevés. Ils font qu'augmenter avec la crise de l'énergie parce qu'une usine classique de gel douche, il faut imaginer des énormes cuves remplies d'eau qu'on chauffe à 60 degrés dans lesquelles on met de la poudre avec des gros mélangeurs. Nous, on n'a pas de cuve. L'usine est beaucoup plus petite et on fait que compacter de la poudre. Donc, on génère pas d'eau usée et on chauffe pas d'eau. Donc, on consomme beaucoup moins. Donc, on a des opérations qui sont beaucoup plus efficaces. Et le troisième facteur de coût sur un gel douche traditionnel, c'est le transport. Parce que transporter autant d'eau, ça coûte cher. L'image que j'aime bien donner, c'est, imagine, tu as 10-33 tonnes remplies de gel douche. Bah, demain, avec 900 Care, en fait, t'en as qu'un seul, puisque notre produit est 10 fois plus petit, il est 10 fois moins lourd, donc t'as pas besoin. Ouais, tu divises plein de trucs par 10, en fait. Voilà. Ouais, bien sûr. Et une fois que t'as tout divisé par 10, en fait, tu peux avoir un produit qui est... Parce qu'en gros, c'est quand même une prouesse de dire, nous, même si 100 000, c'est bien, c'est tout petit par rapport aux grandes marques du secteur. Être capable de les matcher sur les prix dans un marché, quand même un marché d'économie d'échelle. Ouais, c'est fou, ça veut dire que demain, t'es gros, en fait, c'est beaucoup moins cher. Et c'est ça, tu vois, moi, c'est ça que j'adore dans ce projet, et c'est ça qui me fait me lever le matin, c'est de se dire, tu parlais de fin du monde, fin du mois, c'est exactement ça. Les deux vont ensemble. On a un truc qui est plus vertueux pour la planète, qui est super pour le client, et qui en plus coûte moins cher. Pas de désavantage. Ouais, ton argument, ton argumentaire, il est implacable. Tu vois, je peux pas te dire, ah ouais, mais attends, mais ça c'est relou. Ah, mais on doit changer d'habitude. Ah, mais machin. En fait, ouais, ça c'est. Ouais. Ok, ouais, je comprends vraiment l'idée. Et après, ouais, c'est ça qui est dur, c'est de réussir quand même ce truc-là, alors qu'a priori il y a que des avantages. Tu te bats quand même contre des mastodontes et ouais, non, bien sûr, je comprends. Et pourquoi 900 Care d'ailleurs? Je t'ai pas posé la question. 900, ça vient de 900 secondes, 15 minutes, qui est le temps que tu passes chaque matin, chaque soir dans ta salle de bain. Et l'idée, c'est juste de dire, OK, ce temps-là, tu vas le passer, autant le passer avec des produits qui vont te faire du bien, qui vont faire du bien à la planète, plutôt que d'utiliser tes produits classiques. Ah, c'est marrant, OK. En gros, c'est comment est-ce que tu insères tes nouvelles habitudes dans ta vie. Voilà. Ok, j'aurais jamais deviné, mais non, ça fait sens. Et après, non, c'est aussi de se dire, en gros, on arrive avec un concept qui est très, très nouveau, et on voulait que le nom de marque soit aussi très nouveau et reconnaissable. Un chiffre dans cet univers, c'est complètement... oui, c'est vrai que c'est jamais vu. J'ai vu ça, ouais. Alors, tu peux dire, c'est peut-être une mauvaise idée, du coup, je sais pas. Non, mais en tout cas, ça interpelle, tu vois. Je suis d'accord que le nom, il reste comme, tu vois, dans un tout autre registre, Welcome to the Jungle. Ouais. Pour en gros, c'est une plateforme, un job board, voilà. Enfin, donc, j'explique, oui, je pense que tu connais, mais, et en fait, tout le monde avait des noms très courts, très percutants. Ils sont arrivés avec un truc à rallonge, tu sais même pas comment l'écrire. Et en fait, bah, quelque part, ça dénote et je trouve ça intéressant. Et donc, pourquoi je t'ai posé la question? Parce que si demain, il y a un 901 Care qui se lance et qui fait la même chose que vous, bon, alors oui, ok, si c'est une copie éhontée, d'accord, mais en fait, de ce que je comprends, toi, tu as plutôt intérêt à ce qu'il y ait même davantage de marques qui fassent la même chose parce que ça va évangéliser le marché. Exactement. Plutôt que de dire, ok, on est les seuls à faire ce truc dans notre petit coin. Ouais, mais moi, en fait, franchement, on aura gagné le jour où, au-delà des petites marques, le jour où les gros, ils s'y mettent. C'est génial. C'est ça le but. Et après, on verra. Mais moi, je suis persuadé que à la fin, si c'est toi qui a enclenché le mouvement, on bénéficiera du fait que le marché... en gros, si le gâteau est plus gros, même s'il y a plus d'acteurs, on y voilà, le gâteau est plus gros. Et puis, même au-delà de toute considération capitalistique, en fait, tu te dis, bah, t'auras éduqué, entre guillemets, des gens et des marques à faire les choses de manière plus vertueuse aussi, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, on avait notre séminaire il y a 2 semaines. Et c'est un truc qu'on a dit. On a dit, en fait, on ne peut pas se permettre de rater parce que si on rate, enfin, si c'est pas le succès en fait, personne ne va jamais se bouger. Les gros, ils ne bougent pas, ils sont hyper attentistes parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à bouger. Ils ont toute leur supply chain qui est pensée pour le plastique jetable. Alors, ils font des trucs, mais ça va être des trucs du style, on va mettre un peu plus de plastique recyclé dans nos bouteilles, mais ça reste du plastique à usage unique. Oui, voilà, ouais, tu mets un pansement sur un sparadrap, quoi. Ouais. Et tu as besoin d'arriver et de montrer que c'est possible de faire une boîte et que le rechargeable, c'est un vrai truc pour que tout le monde s'y mette. Et donc c'est ça qui est hyper énergisant, c'est de se dire nous on veut prouver à tout le monde que c'est le futur. Ouais, non mais ok, ouais, je comprends vraiment la logique. Mais ouais, c'est intéressant. Tu vois, nous dans un tout autre registre, là on fait un salon pour les grandes écoles en décembre, et le but c'est de défendre le modèle des grandes écoles qui est vachement. On parlait de l'alternance tout à l'heure. Moi je trouve que c'est un truc absolument formidable. Mais le truc a été un peu dévoyé parce qu'en fait, l'État a tellement ouvert les vannes qu'il y a plein d'écoles qui mériteraient pas le nom d'école qui se sont lancées. Et en fait, ça a complètement déséquilibré le marché. Et le problème, c'est que le marché de l'éducation, c'est pas un marché comme les autres. Enfin, tu vois, je veux dire, même l'agroalimentaire, bon, t'achètes un yaourt, il est pas très bon, c'est relou, mais tu vois, tu vas dans une école qui, en fait, est un attrape-nigo,
ça a des conséquences terribles pour le reste de ta vie, tu vois. C'est clair. Et je trouve que là, notre idée, c'est justement de faire le premier salon où il y a que des grandes écoles. Et évidemment, on est rien par rapport aux mastodontes du secteur de l'éducation, mais peut-être que ça va planter une petite graine et qu'ils vont devoir un peu plus, les grosses, s'aligner sur ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Et c'est ce que je me dis aussi, quoi. J'espère. Écoute, je touche du bois, mais en tout cas, voilà, je suis assez convaincu par ça, tu vois. Te dire, OK, bon, peut-être que toi, et encore, ça se trouve, ça va devenir énorme ce que tu fais et ce serait trop bien, mais dans tous les cas, tu peux avoir par ricochet, entre guillemets, un impact beaucoup plus fort que ta seule entreprise, finalement, quoi. Ouais. Donc, je trouve l'idée hyper cool. Et c'est le but. Et tu vois, enfin, c'est Elon Musk qui disait ça quand on lui posait la question, mais ça te saoule pas que toutes les marques, que tous les constructeurs auto disent maintenant c'est l'électrique, alors qu'en fait ils s'en foutaient avant que Tesla existe. Et il disait non, parce que moi, mon ennemi, c'est la voiture fossile, quoi, enfin, à l'énergie fossile. Oui, c'est ça. Et je trouve ça hyper inspirant. Parce que du coup, le mec, il est droit dans ses bottes, et en effet, il n'a pas de raison de ralentir l'avènement de l'électrique. C'est pour ça qu'il se bat, et je trouve ça super. Ouais, carrément. Et qu'est-ce que je voulais te dire ? Est-ce que tu regrettes parfois quand même ? Parce que j'imagine que ça doit être hyper enthousiasmant. De l'autre côté, j'imagine que tu étais assez bien payé au BCG. A priori, c'est plutôt l'autoroute, c'est bien tracé, tu as fait des belles études, machin. Enfin, tu aurais pu te rendre le quotidien un peu plus facile, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire par là ? Je sais pas. En vrai, pour moi, je suis beaucoup plus heureux maintenant que j'étais au BCG. Parce que j'ai une équipe de vie qui est bien meilleure. L'entrepreneuriat, c'est assez marrant parce que quelque part, c'est plus intense et quelque part, ça peut aussi être moins intense que le BCG. C'est plus intense dans le sens où t'as pas de moment de déconnexion. Tu y penses tout le temps. Tu penses sous la douche avec ton 900 Care Évidemment, ouais, évidemment. Et c'est sous la douche que tu as les meilleures idées. Donc, non, mais c'est vrai que tu y penses tout le temps. Donc, ça peut être... et surtout quand tu n'as jamais monté de boîte, c'est vrai que les premières années, ça pouvait être stressant, etc. Mais d'un autre côté, tu es maître de ton emploi du temps. Moi, je vois mon fils tous les matins, tous les soirs. Et au BCG, ça n'aurait pas été possible. Et j'aurais été malheureux, mais comme les pierres, de ne pas le voir, tu vois. Donc, je trouve que déjà, ça, c'est génial. Après, bien sûr, tu as la phase quand tu lances, tu connais ça aussi, qui est un peu angoissante. Mais quand tu as fait le BCG et une grande école, en fait, tu te démerdes. Alors moi, j'ai pas réussi à... Je suis parti, j'ai démissionné, donc je touchais pas le chômage. Donc les premiers mois, voire la première année, peut-être année et demie, je faisais des trucs à côté. Donc je faisais du conseil, en fait, on the side. Et donc ouais, c'était intense, mais ça me permettait de gagner un peu d'argent, etc. Puis en fait, assez rapidement... Et c'est aussi l'avantage d'avoir ce CV. Une fois que, si tu as un bon profil, tu as fait une grande école, tu as fait un cabinet de conseil, c'est aussi beaucoup plus facile pour aller lever des fonds. Donc nous, on a levé des fonds, donc on a pu se payer. Donc en fait, ton risque, il n'est pas non plus dingue quand tu as fait ça. Et donc c'est pour ça que, moi, cette notion de risque, c'est vrai que c'est un truc qui me bloquait beaucoup. Et je vois aussi plein de mes potes qui me disent non, mais moi, je peux pas, machin. La vérité, c'est que c'est quoi ton vrai risque quand tu as fait ça ? Le worst case scénario, c'est tu démissionnes et puis 1 an plus tard, tu t'es rendu compte que tu t'es planté, tu reviens au même endroit parce que des boîtes comme le BCG, elles recrutent à tour de bras, elles ont besoin de gens et ce qui leur coûte cher, c'est de prendre des gens et de devoir les former. Quelqu'un qui a déjà été dans l'école du BCG. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, tu n'as pas tellement de downside. Et non, moi, je suis tellement plus heureux. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est incroyable comme expérience, c'est génial. Ouais, tu regardes. En fait, tu te poses. Ma question, elle te paraissait presque incongrue parce que tu te l'es pas spécialement posée, mais tu te dis, mais bien sûr que je suis plus heureux aujourd'hui. En fait, j'ai jamais regretté. Je veux dire, j'ai jamais eu de. Même les moments où c'était dur, même machin, je me suis jamais dit, je serais mieux dans ma boîte de conseil, quoi. Ok. Ouais. Et ça veut pas dire que c'est pas bien la boîte de conseil. Moi, je suis hyper reconnaissant au BCG. J'ai passé des super années, j'ai appris plein de trucs, mais juste là, ça n'a rien à voir. Ouais, la trajectoire, c'est ce que tu voulais faire. Okay. Ouais, et la motivation que tu as en fait quand tu bosses sur ton propre projet, elle n'a rien à voir. Donc non, j'encourage fortement tous ceux qui nous regardent à faire ça. Toi aussi, tu dois trouver ça. Ouais, bien sûr. Moi, c'est vrai que tu vois, c'est différent parce que moi, si tu veux, je suis tombé un peu dans l'entrepreneuriat plus par la force des choses parce que en fait, j'avais ce projet avec Mehdi qui était le gars avec qui j'ai co-créé Major Prépa, c'est lui qui l'a initié, ensuite je l'ai rejoint très rapidement. Et tu vois, en fait, on est devenu entrepreneur par la force des choses parce que notre projet nous a porté. Mais tu vois, je me suis pas dit, moi, dans l'entrepreneuriat, je veux trop faire ça. Pas du tout, j'y connaissais absolument rien. Et c'était aussi une époque où, ta boîte est du coup légèrement plus jeune que la mienne, mais
Aujourd'hui, tout le monde est un peu matrixé par l'entrepreneuriat. Il y a plein de podcasts aussi qui sont créés. Enfin, l'écosystème entrepreneurial, c'est vachement structuré. En partie grâce à des mecs comme Oussama Hamar, d'ailleurs, dont on se moque pas mal. Mais en fait, dans les faits, c'est les premiers à avoir vraiment aussi dynamisé ça. Et tu vois, nous, personne ne parlait de ça. Enfin, je sais pas toi, à ton époque, je sais, mais je pense que personne disait « Ah ouais, moi, je vais entreprendre, je vais lever des millions, je sais pas quoi. » Enfin, le goal, c'était d'aller dans une grosse corpo ou éventuellement d'aller au BCG ou dans des cabinets. Enfin, voilà quoi. Tout ça pour dire que moi, je suis d'autant plus enthousiaste que c'est pas tant le côté entrepreneurial, je l'aime bien, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le projet intrinsèque, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça qui me fait kiffer. Limite, ce serait une asso et j'aurais pas besoin de gagner de l'argent, ce serait du pareil au même. Enfin, vraiment, bien sûr. Donc c'est ça aussi. Enfin, je pense que chacun a un peu ses motivations, mais je te rejoins tout à fait sur le côté hyper enthousiasmant et jamais de la vie, je ferai autre chose. Et enfin, peut-être pas jamais de la vie plus tard, mais instant T, là, aujourd'hui, c'est juste génial. Et puis même, tu vois, je trouve un truc, c'est en termes d'apprentissage, je trouve que tu apprends tellement plus en étant entrepreneur que dans un autre taf, parce que tu touches à tout, tu es en permanence challengé, puis tu as la liberté de te dire, en fait, là, je vais passer du temps à faire tel truc parce que j'ai envie d'apprendre à le faire. Et moi c'est un des gros drivers de ma vie, comme je te disais au début. Et ça, je suis trop épanoui, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu dois rien à personne, donc en fait... Même s'il y a un truc, tu vois, t'es pas obligé de te justifier. Tu comprends auprès de ton employeur, tu vois, ou ton boss. Bon, là, ça sert pas à grand chose tout de suite, mais je suis sûr que dans 5-6 ans, peut-être, il y a moyen que ça. Enfin, tu vois, non, le gars, il dit, en fait, non, là, prosaïquement, faut faire ça. Donc tu fais ça, quoi. Là, tu vois, ce matin, j'ai essayé de passer 1 heure ou 2 à faire de la génération de vidéos. J'essaie de me créer un avatar de moi, parce qu'on fait beaucoup de contenu vidéo. Mais je trouve ça génial, tu vois, un avatar AI qui, du coup, je pourrais faire parler juste en tapant des textes, qui me fera gagner masse de temps sur le tournage. Okay. Tu vois, c'est trop cool de pouvoir faire ça. En fait, c'est ça, t'as la découverte en permanence, quoi. Tout des fronts un peu pionniers comme ça. Tiens, si on faisait ça, et ça se trouve, ça va rien donner du tout, et ça se trouve si. Enfin, bien sûr, ça c'est vrai, et je suis d'accord que cet état d'esprit-là, il est possible, je pense, en tant que salarié, mais il est quand même plus difficile à obtenir, ou en tout cas pas aussi complètement que ce que tu peux décrire là. Ouais, ou salarié dans une startup, tu vois. Nous, on encourage aussi vachement les gens à faire des trucs comme ça chez nous, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça, tu façonnes aussi la boîte un peu à ton image, donc ouais, assez aligné avec ça, enfin même totalement, quoi. Je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut j'aime beaucoup la poser, c'est très souvent comme ça que je conclue les épisodes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 3, 4, 5, 6 ans? Ce que je te disais, c'est que dans 3, 4, 5, 6 ans, il n'y a plus de bouteilles jetables sur les étagères de supermarché. Je pense que c'est un bon objectif. Je suis sûr que ça va arriver. Je sais pas juste quand, mais je suis sûr que ça va arriver. On te le souhaite en tout cas. Et à titre personnel? Et à titre personnel, écoute, continuer à grandir. Je pense que c'est continuer à grandir, continuer à trouver un équilibre entre vie pro, vie perso, pouvoir profiter de mes enfants, pouvoir continuer à voir les gens avec qui je bosse se développer, ce qui est quand même un truc qui est hyper gratifiant aussi en tant qu'entrepreneur. Voilà. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à toi.